Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 12, les êtres d'or. Quand on aime l'art pour l'art, dit Sherlock Holmes en rejetant le numéro du Daily Telegraph dont il venait de parcourir les annonces, c'est souvent dans ses plus modestes et ses plus humbles manifestations qu'il vous procure les joies les plus vives. Je suis heureux de constater, Watson, que vous avez admirablement compris cette vérité jusqu'à présent, car depuis que vous avez si aimablement entrepris de relater nos aventures, en les embellissant parfois, je suis forcé de le reconnaître, vous avez toujours choisi, de préférence, non pas les nombreuses causes célèbres et procès retentissants auxquels j'avais été mêlé, mais plutôt des épisodes qui, tout en étant moins saisissants peut-être, avaient donné plus libre carrière aux facultés de déduction et de synthèse logique qui me sont propres. Et pourtant, répondis-je, Dieu sait si l'on m'a reproché d'avoir visé au sensationnel. Peut-être, reprit-il en saisissant avec les pincettes un morceau de charbon ardent pour allumer la longue pipe en merisier qu'il substituait ordinairement à sa pipe en terre quand il était plus porté à discuter qu'à réfléchir. Peut-être avez-vous eu tort de chercher à mettre de la couleur et de la vie dans vos récits au lieu de vous borner à consigner ces minutieux raisonnements de cause à effet qui, seuls, méritent de retenir l'attention. Je crois cependant vous avoir amplement rendu justice sous ce rapport, rétorquai-je avec une certaine froideur, vexé par cette présomption un peu outrecuidante qui, j'avais pu le constater maintes fois, constituait l'un des traits les plus saillants du caractère de mon ami. « Non, ce n'est ni de la morgue, ni de l'orgueil, répliqua-t-il, répondant selon son habitude à ma pensée plutôt qu'à mes paroles. Si je demande qu'il soit rendu entière justice à mon art, c'est parce que je considère que mon art est une chose absolument impersonnelle, une chose qui me dépasse. Les crimes sont fréquents, la logique est rare. Donc c'est sur la logique qu'il faut insister et non sur les crimes. Vous n'avez fait qu'une série de contes avec ce qui aurait dû être une suite de conférences. C'était par une froide matinée au début du printemps, et notre petit déjeuner terminé, nous nous étions assis, l'un en face de l'autre, devant un bon feu dans notre logement de Baker Street. Un brouillard épais flottait entre les rangées de maisons aux façades sombres, et les fenêtres d'en face avaient l'air, au milieu de ces lourdes vapeurs jaunâtres, de halos confus et informes. Notre gaz était allumé, et comme la table n'avait pas été desservie, répandait sur la nappe blanche une clarté qui faisait miroiter l'argenterie et la porcelaine. Sherlock Holmes, silencieux jusque-là, n'avait fait que parcourir les colonnes d'annonces de tous les journaux et, finalement, n'ayant sans doute pas trouvé ce qu'il y cherchait, avait entrepris, pour soulager sa mauvaise humeur, de me sermonner sur mes erreurs littéraires. Malgré cela, reprit-il après une pause durant laquelle il avait tiré de grosses bouffées de sa pipe en contemplant le feu, on n'est guère en droit de vous accuser d'avoir visé au sensationnel, car parmi les affaires auxquelles vous avez bien voulu vous intéresser, il y en a bon nombre qui n'offrent aucun rapport avec le crime au sens légal du mot. Le petit service que je me suis efforcé de rendre au roi de Bohême, la singulière aventure de Mlle Mary Sutherland, le problème relatif à l'homme à la lèvre tordue, le cas du gentilhomme célibataire, rien de tout cela ne tombe sous le coup de la loi. Mais à force de vouloir éviter le sensationnel, je crois que vous ne soyez au contraire tombé presque dans la banalité. Sous le rapport de la conclusion peut-être, répondis-je, mais l'exposé de votre méthode avait du moins le mérite d'être intéressant et nouveau. Bah, mon cher ami, en quoi voulez-vous que le public, le gros public qui n'observe rien et ne pourrait même pas reconnaître un tisserand à ses dents ou un typographe à son pouce gauche, s'intéresse aux subtilités de l'analyse et de la déduction? Mais franchement, si vous tombez dans le banal, je ne puis vous en blâmer, car le temps des grandes affaires est passé. L'homme, ou tout au moins l'homme criminel, n'a plus aucune initiative ni aucune originalité. Quant à mon métier, il semble maintenant rabaissé au niveau d'une agence pour retrouver les crayons perdus et donner des conseils aux demoiselles qui sortent de pension. Mais voici qui bat tous les records. Avec la lettre que j'ai reçue ce matin, je me fais l'effet de tomber dans le 36e dessous. Lisez plutôt. Il me jeta une lettre froissée. Elle venait de Montague Place, portait la date de la veille au soir et était ainsi conçue. Cher monsieur Holmes, je désirerais vivement vous consulter pour savoir si je dois ou non accepter la situation de gouvernante qui vient de m'être offerte. J'irai vous voir demain à 10h30 si cela ne vous dérange pas. Agréé, etc. Violette Hunter. Vous connaissez cette personne ? Demandai-je. Pas le moins du monde. Il est 10h30 en ce moment. Oui, et je parie que c'est elle qui vient de sonner.
Ce sera peut-être plus intéressant que vous ne le pensez. Vous vous souvenez de l'histoire de l'escarboucle bleu ? Au début, cela n'avait l'air de rien, et pour finir, cela vous a conduit à une très captivante enquête. Qui sait s'il n'en sera pas de même aujourd'hui ? Espérons-le, mais nos doutes seront bientôt dissipés, car si je ne me trompe, voici la personne en question. Au même instant, la porte s'ouvrit, livrant passage à une jeune fille. Elle portait une toilette très simple, mais très correcte. Son visage éveillé et souriant était couvert de taches de son qui la faisaient ressembler à un œuf de pluvier, et elle avait les allures décidées d'une femme habituée à se débrouiller toute seule. « Vous m'excuserez de venir vous importuner ainsi, dit-elle à mon amie qui s'était levée pour la recevoir. Mais il m'arrive une étrange aventure, et comme je suis orpheline et ne possède aucun parent à qui demander conseil, j'ai pensé que vous seriez peut-être assez bon pour me guider et me dire ce que je dois faire. » « Asseyez-vous, je vous en prie, mademoiselle. Si je puis vous rendre service, ce sera avec plaisir, croyez-le. » Je vis tout de suite que Holmes était favorablement impressionné par la façon de se présenter de sa nouvelle cliente. Il fixa un moment sur elle son regard scrutateur, puis, fermant à demi ses paupières et appliquant les unes contre les autres les extrémités de ses doigts, il se disposa à écouter le récit qu'elle allait lui faire. « J'occupe depuis 5 ans, commença-t-elle, la place de gouvernante dans la famille du colonel Spence Monroe, mais il y a 2 mois, il fut envoyé à Halifax, dans la Nouvelle-Écosse, et lorsqu'il partit en Amérique, il amena ses enfants avec lui, de sorte que je me trouvai du jour au lendemain sans situation. Je fis paraître des annonces dans les journaux et répondis à toutes celles qui me tombèrent sous les yeux, mais sans aucun succès, hélas. Si bien que les quelques économies que je possédais finirent par se trouver presque complètement épuisées et que je commençai à me demander avec angoisse ce que j'allais devenir. Il y a dans le West End une agence du nom de Westaway qui s'occupe de placer les gouvernantes et je m'y présentais régulièrement, au moins 1 fois par semaine, afin de savoir s'il y avait une place disponible. Westaway est le nom du fondateur de l'agence, mais c'est une certaine mademoiselle Stopper qui la gère actuellement. Les dames en quête d'un emploi attendent dans une antichambre et sont ensuite introduites l'une après l'autre dans le petit bureau où se tient mademoiselle Stopper, laquelle consulte ses registres et leur dit s'il y a ou non quelque chose qui peut leur convenir. La semaine dernière, lorsque je passais à l'agence, on me fit entrer dans le petit bureau comme d'habitude, mais je m'aperçus avec surprise que mademoiselle Stopper n'était pas seule. À côté d'elle était assis un homme d'une corpulence prodigieuse, dont le visage épanoui s'agrémentait d'un triple menton et qui regardait d'un œil insistant à travers ses lunettes toutes les dames qui entraient. Dès qu'il me vit, il fit un bond sur sa chaise et se retournant brusquement vers mademoiselle Stopper, « Voici mon affaire, je ne pourrais demander mieux. Admirable, admirable. » Il paraissait enthousiasmé et se frottait les mains avec joie. Il respirait tellement le bien-être que l'on avait véritablement plaisir à le voir. « Vous cherchez une situation, mademoiselle ?» me demanda-t-il. « Oui, monsieur. »« Comme gouvernante ?»« Oui, monsieur. »« Et quels appointements demandez-vous ?»« J'avais 4 livres par mois dans ma dernière place, chez le colonel Spence Monroe. »« Allons donc, c'est de l'exploitation, cela. De l'exploitation pure !» s'exclama-t-il en levant ses mains grasses d'un geste indigné. « Comment a-t-on osé offrir cette somme dérisoire à une personne aussi charmante et aussi accomplie ?»« Mes compétences, monsieur, sont peut-être très inférieures à ce que vous supposez, répondis-je. Un peu de français, un peu d'allemand, la musique, le dessin. »« Bah !» interrompit-il. « Tout cela n'a rien à voir avec la question. Ce qu'il m'importe avant tout de savoir, c'est si vous possédez ou non les allures et le maintien d'une femme du monde. Voilà la seule chose qui compte à mes yeux. Si vous ne possédez pas cela, vous êtes inapte à faire l'éducation d'un enfant, appelé peut-être à jouer plus tard un rôle considérable dans l'histoire de son pays. Mais si, au contraire, vous possédez cela, comment un homme qui se respecte a-t-il pu vous donner moins de 100 livres ? Pour ma part, mademoiselle, c'est ce que je vous propose par an pour débuter. » Je vous laisse à penser, monsieur Holmes, si dans la situation embarrassée où je me trouvais, cette offre me parut invraisemblable. Mais ayant sans doute remarqué avec quel air d'incrédulité je le regardais, le gros monsieur tira son portefeuille de sa poche et me tendit un billet de banque. « C'est également mon habitude, » ajouta-t-il en m'adressant un sourire si affable que ses yeux devinrent pareils à 2 minces traits lumineux perdus au milieu des bourrelets de graisse de sa figure, « c'est également mon habitude de verser d'avance la moitié de leurs appointements aux gouvernantes afin qu'elles aient sous la main l'argent nécessaire pour renouveler leur garde-robe et pour effectuer le voyage. » Jamais je n'avais rencontré de ma vie un homme aussi plein d'amabilité et de prévenance. Comme j'avais déjà contracté certaines petites dettes, cette avance arrivait juste à point pour me tirer d'affaire.
Néanmoins, il y avait dans tout cela quelque chose de si extraordinaire que je n'osais m'engager ainsi à la légère sans savoir où j'allais. « Serait-il indiscret de vous demander où vous habitez, monsieur ?» questionnai-je. « Dans le Hampshire, mademoiselle, une charmante propriété qui s'appelle les Êtres d'Or et qui est située à 5 milles au-delà de Winchester. Le pays est ravissant et cette vieille demeure, vous le verrez, est littéralement délicieuse. »« Et mes fonctions, monsieur ? Voudriez-vous avoir la bonté de m'expliquer en quoi elles consisteraient ? » ?»« Vous n'aurez à vous occuper que d'un seul enfant, un cher petit diablotin de 6 ans. Oh, si vous pouviez le voir tuer les cancrelats avec son chausson. Paf, paf, paf. Il vous en tue 3 avant que vous ayez seulement eu le temps de vous en apercevoir. » Il s'était renversé en arrière sur sa chaise et riait si fort que de nouveau, on ne lui voyait plus les yeux. Je fus un peu étonné d'apprendre à quel jeu singulier s'amusait cet enfant, mais en voyant le père rire de si bon cœur, je pensais que ce ne devait être qu'une plaisanterie. De sorte que mes seules fonctions, repris-je, se borneront à m'occuper de ce petit enfant ? « Ah non, pas vos seules fonctions. Pas vos seules fonctions, ma chère mademoiselle, s'écria-t-il. Il faudra aussi, et je suis sûr que vous avez assez de bon sens pour le comprendre, que vous accomplissiez les quelques petites choses que vous demandera ma femme, mais rassurez-vous, on n'exigera jamais de vous aucune tâche servile. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense. » Je suis toute disposée à me rendre utile. « À la bonne heure. Ainsi tenez un exemple. Nous sommes un peu maniaques, voyez-vous. Un peu maniaques, oui, mais nous avons bon cœur tout de même. Eh bien, si l'on vous demandait de porter une robe à notre convenance et qui vous serait fournie par nous, vous n'auriez pas d'objection à satisfaire notre petite fantaisie, hein ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit.